La fondation est généralement invisible, mais constitue une partie essentielle de la structure. L'architecte ne s'en saisira certes pas comme moyen d'expression, mais il doit en connaître les grands principes afin d'anticiper l'ampleur des travaux et des coûts correspondants, et pouvoir adapter la conception en fonction de la nature du sol. Les exemples suivants montrent les effets d'une défaillance de fondation. Le tassement différentiel des fondations est la première cause des désordres dans les bâtiments. Quand une partie de l'édifice s'enfonce davantage dans le sol qu'une autre, le bâtiment commence à pencher ou la structure se déforme, provoquant des dégâts qui vont de l'apparition de fissures jusqu'à l'effondrement de l'édifice. La fondation est nécessaire parce que le sol n'est pas infiniment rigide ni infiniment résistant. Nous avons vu que l'aire de la section de poteau nécessaire pour porter la charge dépendait de la contrainte admissible du matériau dont il est constitué. Or, la contrainte admissible est généralement plus faible pour le sol que pour le matériau du pilier ou du mur. Il faut donc, à charge portée identique, augmenter la surface d'appui au sol pour diminuer la contrainte due à la charge. Le comportement du sol est en réalité plus complexe que cela. Nous devons tenir compte d'un état de contrainte tridimensionnel qui fait intervenir le cisaillement. En effet, la rupture ne se produit pas uniquement à cause du tassement de la colonne sous la fondation, mais également par rupture en cisaillement sur le périmètre de la fondation et tout autour de cette colonne de sol. Pour lutter contre ces deux modes de rupture, la solution consiste à augmenter la surface de contact avec le sol. Plusieurs types de fondations sont utilisés en fonction de la nature du système structurel et de la qualité du sol. La fondation peut être ponctuelle, linéique ou encore surfacique. La fondation ponctuelle, appelée semelle, est placée sous un poteau quand le sol est de bonne qualité. Pour recevoir un mur ou une série de poteaux rapprochés, ou quand le sol est de moins bonne qualité, on utilisera une semelle filante, dite aussi continue. Enfin, pour un sol de faible qualité, il peut être nécessaire de mettre en œuvre ce qu'on appelle un radier de fondation, qui répartira davantage les charges et pourra également jouer le rôle de barrière à l'infiltration de l'eau quand des caves ou des parkings souterrains nécessitent un cuvelage. Ces trois types de fondations sont dites superficielles. Si le sol est de trop mauvaise qualité, il faut envisager de recourir à des fondations profondes, qui vont permettre de trouver un appui plus ferme sur une couche de sol plus résistante, de meilleure qualité située plus bas, ou de mobiliser le frottement latéral sur une série de grands pieux. Si la résistance est obtenue en prenant appui sur l'extrémité de la fondation, la même logique s'appliquera que pour la fondation isolée superficielle. Il faut augmenter la surface d'appui. En revanche, si c'est le frottement latéral qui est mobilisé, alors la logique de dimensionnement est différente, puisqu'il s'agit non plus d'augmenter la surface de la section, mais la surface de contact verticale sur toute la hauteur du pieu. Et celle-ci est proportionnelle à la longueur du pieu et au périmètre de la section, et non pas à son aire. Ainsi, si l'on veut doubler la surface de contact, on peut doubler le nombre de pieux ou doubler le diamètre du pieu. Dans le premier cas, la quantité de matière est multipliée par 2, mais dans le deuxième cas, le fait de doubler le diamètre multiplie l'aire de la section par 2 au carré, c'est-à-dire qu'on utilise 4 fois plus de matière. Vous pourriez facilement vérifier qu'elle est multipliée par 4. Il est donc plus efficace d'utiliser beaucoup de pieux de petit diamètre plutôt que peu de pieux de gros diamètre. Il est parfois nécessaire que la liaison avec le sol puisse développer une réaction en traction plutôt qu'en compression. Pour un bâtiment élancé soumis au vent et au séisme et qui a tendance à basculer, la fondation doit s'opposer au soulèvement d'une partie du bâtiment. De la même façon, partout où des câbles sont ancrés au sol, il faut trouver des solutions pour lutter contre l'arrachement. C'est aussi utile quand on veut empêcher un mur de soutènement de se déverser. Si vous avez déjà monté une tente, vous avez dû utiliser les fondations de ce genre sous forme de piquet. Une fois le piquet planté, vous avez constaté qu'il est parfois difficile de le retirer en traction directe et qu'il fournit une meilleure résistance encore quand la corde est attachée avec un angle. Et si le sol était trop dur, peut-être avez-vous attaché les cordes à de grosses pierres, simplement posées au sol.
On trouve ces 3 types de stratégies pour les fondations des édifices. Quand la traction s'exerce dans l'axe, la fondation fonctionne comme les micropieux, et il faut donc augmenter la surface de contact longitudinale. Quand c'est la stratégie de la bêche qui est utilisée, alors c'est la résistance à la compression et au cisaillement du sol qui est mobilisée. Il est également possible de réduire la traction sur ces fondations en ancrant le câble dans un massif, qui, s'il n'est pas assez lourd pour équilibrer la traction à lui tout seul, pourra à son tour être ancré dans le sol. Voici quelques exemples qui montrent comment un tel dispositif peut faire l'objet d'un travail plastique intéressant. En plus de la nature des éléments porteurs et du poids qu'ils transfèrent au sol, le choix d'un type de fondation dépend de la nature du sol et de l'environnement. La qualité du sol est caractérisée par des essais géotechniques qui fournissent la nature des différentes couches de sol et leur homogénéité, la résistance au cisaillement ou le coefficient de frottement latéral, la compressibilité et le comportement hydromécanique. Les paramètres de l'environnement qui peuvent influencer le choix et le dimensionnement des fondations incluent l'importance de l'aléa sismique, la présence ou la proximité d'eau dans le sol, les sources de vibrations potentielles telles que la proximité d'une voie de chemin de fer. La pente naturelle du terrain est aussi un facteur à considérer. Par ailleurs, les fondations sont souvent responsables de la dérive des coûts de construction. Celles du musée Confluence à Lyon ont coûté à elles seules 60 millions d'euros, c'est-à-dire le montant qui était prévu au départ pour l'ensemble du bâtiment. La raison en est une mauvaise estimation des qualités du sol, la non prise en compte de l'environnement et la sous-estimation du poids de la structure. Il est donc important de savoir identifier les situations à risque pour faire engager des études géotechniques suffisamment tôt dans le processus de conception et l'estimation des coûts. Certes, les fondations ne sont pas souvent un support d'expression architecturale. Mais la façon de traiter et de mettre en scène le rapport au sol influence la façon de les concevoir. Dans certaines cultures, la fondation, même invisible, prend une dimension symbolique, comme racine de l'édifice, comme première pierre, condition de pérennité et témoin historique.